De mai à novembre 1931 se tient à Paris l'exposition coloniale internationale. Près de 8 millions de personnes se pressent pour admirer les richesses des territoires colonisés. La France impériale est alors à l'apogée de sa puissance. Présente sur tous les continents, elle s'étend sur plus de 12 millions de kilomètres carrés et compte près de 100 millions d'habitants. André Greffrath n'aurait raté l'événement pour rien au monde. Depuis des années, ce mécanicien de 30 ans n'a qu'une idée en tête, partir vivre au Sénégal avec sa femme et sa fille. 4 ans plus tard, en 1935, son rêve se réalise. Toute la famille embarque sur le Foucault pour Dakar. Ils y resteront près de 30 ans. Leur album de photos raconte l'intimité d'une famille dans une France coloniale qui se fissure peu à peu. Plus de 3800 clichés, des instantanés de vie que nous raconte André, la fille du couple Greffrath. Des dauphins nous suivent depuis Gibraltar. J'hurle sur papa pour qu'il les mitraille avec son appareil. Le spectacle remonte un peu le moral de maman. 6 jours qu'on a quitté Marseille, 6 jours qu'elle a le mal de mer. Elle réalise peu à peu qu'elle ne reverra pas ses parents avant un long moment. Papa accepte de me laisser son appareil. Il ne peut rien me refuser. Il prend la pause avec maman, je glisse, je déclenche, la photo est gâchée. Je fais la tête. Je pense à toutes ces histoires qu'on me raconte sur le Sénégal, les cannibales, les bêtes sauvages. Et si maman avait raison, on n'était peut-être pas si mal en France. Deux semaines qu'on est arrivé à Dakar. Dès que je mets le nez dehors, je dois porter un casque ridicule sur la tête. Je me trouve moche avec, mais pas moyen de négocier. Avec mon chat Blanchette, je dois redoubler d'imagination pour ne pas mourir d'ennui. Un chat, des poussins et une cage à lapins, rien de très exotique. Où sont les cannibales et les bêtes sauvages ? Papa me photographie à l'infini. Sur les photos, je suis la petite fille modèle, au centre du monde, au centre de toutes ses attentions. Papa a toujours la tête ailleurs. Je crois qu'il cherche à créer ici la famille idéale, dans laquelle maman a parfois du mal à trouver sa place. Il s'est disputé avec elle pour que je m'appelle André, comme lui. J'ai vite compris que je n'aurais ni frère ni sœur et que je devrais me faire à ma solitude. En rentrant de la plage, j'ai fait une insolation. Un coup de bambou, comme dit maman. Je me suis endormie toute transpirante sur mon lit. J'ai rêvé que Blanchette se transformait en lion. Elle voulait dévorer tout le monde. Il n'y avait rien à faire pour la calmer. Les rares fois où je sors de la maison, c'est pour voir papa à son travail. À Paris, il n'avait pas un aussi beau garage, avec autant d'hommes sous ses ordres. Que des jeunes que papa aime prendre sous son aile. Il passe des heures à leur apprendre la mécanique. À Dakar, c'est vraiment quelqu'un d'important. En Afrique, André Greffrath devient le chauffeur officiel des fonctionnaires et des gouverneurs coloniaux. Dakar est alors la capitale de l'Afrique occidentale française et son port,
le poumon économique de la région. La grande majorité des colons travaillent dans des administrations, toutes calquées sur celles de la métropole. La justice, la politique et l'économie dépendent du ministère des colonies. Seuls les chefs de canton et de village sont africains. Ils sont chargés de faire appliquer les lois imposées par les Français. Pour justifier cette domination politique, la France s'est donnée pour mission de civiliser les territoires sauvages et peu peuplés de l'Afrique. Il faut faire du noir selon l'expression coloniale, c'est-à-dire créer des infrastructures pour assurer l'éducation et la bonne santé du travailleur africain. Maman voulait se sentir utile ici. Elle vient de trouver un travail d'aide-soignante à l'hôpital de Dakar. Et elle a fait de l'hygiène et de la propreté son cheval de bataille. Ça devait arriver. Blanchette a escaladé le mur, elle a sauté, elle n'est jamais revenue. Pour me consoler, papa m'a ramené un faon. On l'a appelée Bichette. Je suis la seule autorisée à la caresser. À la maison, je me sens comme une princesse. On a des serviteurs, c'est eux qui s'occupent de tout. Aujourd'hui, c'est la Tabaski, l'Aïd. J'ai fait une vie à papa pour qu'il me laisse photographier Mustapha. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était cette fête traditionnelle. J'ai eu un haut-le-cœur lorsqu'il a attrapé une chèvre et qu'il a égorgée comme ça, au fond de la cour. Mustapha m'a expliqué que pour les musulmans, c'est un sacrifice en l'honneur du prophète Ibrahim. Dès que les Blancs sont là, Mustapha n'est plus le même. Droit comme un i, il est mal à l'aise devant l'objectif. Je crois qu'il accepte d'être photographié uniquement pour faire plaisir à papa. Mustapha, comme tous les colonisés, est soumis au code de l'indigénat. Adopté en 1881, ce régime prive les Africains de leurs droits politiques et de leurs libertés fondamentales, comme celle de circuler librement la nuit ou celle de manifester. Les indigènes sont également assujettis au travail forcé. Bien que l'esclavage soit aboli, seuls 2% des travailleurs de l'Afrique française sont rémunérés. Réquisitionnés par la force, les ouvriers sont très souvent maltraités, sous-alimentés et parfois frappés. Les révoltes sont rares. Les travailleurs préfèrent souvent prendre la fuite vers les colonies voisines, anglaises ou portugaises. Notre voisin tient une grande exploitation agricole. Il s'appelle Oscar et comme papa, il est passionné de photos. Ce jour-là, il voulait à tout prix nous montrer comment sa nouvelle recrue, Cissé, savait monter aux arbres sans échelle pour aller cueillir des noix de coco. En 2 temps 3 mouvements, hop, Cissé était déjà là-haut. C'est le 14 juillet. Il fait une chaleur à crever. Oscar et son fils sont venus avec nous. Mustapha, lui, a sorti la tenue traditionnelle pour fêter la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais il vient de se faire refuser l'accès à la tribune. Les Noirs et les Blancs ne se mélangent pas vraiment, même en ce jour de fête. On leur offre, le temps d'une journée, le droit de s'amuser. Et nous, les Blancs, on les regarde, on les prend en photo. Je ne sais pas s'ils se donnent en spectacle pour nous distraire ou s'ils s'amusent vraiment.
Ce n'est que sur le stade que les Blancs et les Noirs se retrouvent. Mais uniquement pour rivaliser, se comparer, pour savoir qui sera le plus fort. Un athlète noir américain remporte 4 médailles d'or. Un affront pour Adolf Hitler. Chancelier depuis 1933, Hitler défend la pureté de la race aryenne et sa supériorité sur toutes les autres. Dans les années 30, les discours racistes gangrènent toute l'Europe. Ils permettent aux régimes coloniaux de justifier la soumission de l'homme noir à l'homme blanc. Papa me l'avait promis. On quitte enfin les routes goudronnées de Dakar pour les pistes cabossées de la brousse. À moi la savane et les animaux sauvages. Mustapha conduit comme un fou. Encore 7 heures de route nous attendent pour rejoindre son village. Dès notre arrivée, on est accueillis comme des rois. Les gens viennent nous toucher. Je crois que certains n'ont jamais vu de blanc. Mustapha est fier de nous présenter à ses parents, ses frères, ses sœurs. Je ne sais pas qui est qui. Papa est comme leur bienfaiteur. Maman a été traînée de force par un groupe de femmes. La voilà en train de piler le mil. Personne n'ose lui dire qu'elle s'y prend comme un manche. Ici, tout le monde s'étonne que papa n'ait qu'une seule femme et que je sois sa fille unique. Les enfants n'arrêtent pas de me regarder. Ils me font signe de venir, mais je n'ose pas m'approcher. Ils sont presque nus, mais c'est moi qui me sens mal à l'aise. J'en crève, mais je n'irai pas me baigner avec eux dans la rivière. C'est la saison des pluies. On reste bloqué sous la tente. Deux jours plus tard, on traverse enfin le fleuve Niger. Maman devient blême quand Mustapha lui dit qu'il est infesté de crocodiles. Sur l'autre rive, on rejoint un groupe de chasseurs, tous armés jusqu'aux dents. Papa rêve d'offrir des défenses d'éléphants à maman. Des jours qu'il ne parle que de ça. Il accepte que je tienne son fusil, le temps d'une photo. On avance dans la brousse. Le moindre craquement me met en alerte. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, et sous la chaleur, me voilà encore en train de délirer. Je nous imagine poursuivis par des bêtes sauvages. Un coup de feu, puis deux. Je reviens subitement à la réalité. Papa me hurle dessus. Il veut qu'on fasse des photos. Je reste en retrait, partagé entre la fierté de voir mon père, tel un seigneur de la jungle, et le dégoût de voir la pauvre bête, gisant au sol. « 4 ans que nous avons quitté la France. J'aime de moins en moins être prise en photo. J'ai grandi, Bichette aussi. Je ne voulais pas qu'on la mette dans le poulailler, mais Bichette n'arrête pas de se chamailler avec le chien. C'est la loi de la jungle, m'a dit papa. Il faut protéger le faible du dominant.
Mustapha vit toujours avec nous. Fidèle à lui-même, il n'est toujours pas très à l'aise sur les photos. Maman, elle, a de plus en plus le mal du pays. 4 ans qu'elle n'a pas embrassé ses parents. 4 ans qu'elle rêve de revoir Paris. Que s'est-il passé là-bas durant toutes ces années? « 1938. La famille Greffrath arrive en France pour un mois de vacances. Le pays est alors en pleine mutation politique et sociale. Après 2 ans au pouvoir, ne parvenant pas à sortir la France de la crise économique, Léon Blum démissionne. L'expérience du Front populaire touche à sa fin. Les salariés de la métropole bénéficient dorénavant des congés payés et de la semaine de 40 heures. Mais dans les colonies, rien n'a changé. Les ouvriers sont encore soumis au code de l'indigénat et au travail forcé. Pendant l'exercice du pouvoir, le Front populaire est resté sourd aux voix qui s'élevaient pour réclamer plus de droits. Durant tout le voyage, maman n'a parlé que de ses parents. J'ai compris à quel point elle lui avait manqué lorsqu'elle les a serrés longuement dans ses bras. Elle demande sans cesse à papa de prendre des photos, comme si elle voulait rattraper le temps perdu, comme si elle voulait forcer le souvenir. Qui sont ces gens? Des oncles, des tantes, des cousins, je les connais à peine. Je m'ennuie. Je surprends maman en train de vanter notre vie à Dakar. Tout le monde l'écoute, parler de nos safaris, de Mustapha toujours prêt à nous servir. Papa, lui, se sent toujours aussi mal en France, et encore plus en famille. Ce matin, il nous a fait sauter dans la voiture en 4e vitesse. Il veut me montrer à quoi ressemble la France. C'est la première fois que je vois des montagnes. Tout le monde dit qu'il va bientôt y avoir la guerre, dans toute l'Europe. Je veux rentrer à Dakar. Maman aussi. « 1939. La guerre éclate contre l'Allemagne nazie. Les troupes coloniales sont placées en première ligne et les tirailleurs sénégalais sont les premiers à tomber sous les bombes. Lors de la débâcle de 1940, des milliers d'entre eux sont faits prisonniers. Considérés comme des sous-hommes par l'armée nazie, ils sont séparés des Blancs, parfois même transformés en gibier, traqués, puis fusillés sauvagement lors de chasse à l'homme. « 4 ans que le pays est occupé par l'armée allemande. Mustapha n'a pas eu le choix. Personne ne lui a demandé son avis. Il part rejoindre l'armée B, celle qui va reconquérir la France. Papa a voulu immortaliser l'instant. Il a fait une photo d'identité de Mustapha pour la donner à sa famille. Il n'y a pas eu d'embrassade. Mustapha n'aime pas les adieux. Il a disparu parmi des centaines de soldats venus de toute l'Afrique. Moi, je me suis cachée et j'ai pleuré, juste un peu. Mustapha qui part à la guerre pour libérer la France. Lui qui a horreur des armes. La liberté. J'ai maintenant un vélo pour me balader partout à Dakar. Maman me l'a offert pour mes 17 ans avec un sac en croco. Papa, lui, m'a laissé pour de bon son appareil photo. Je grandis, mais je reste sa petite fille chérie. J'ai fini par me faire quelques amis à Dakar. Des Blancs avec qui je partage les mêmes souvenirs d'enfance, qui ont connu la même solitude, et un Mustapha pour les servir.
Depuis quelques mois, j'ai la tête ailleurs. Dans les étoiles, dit papa. Il a mis 1 an à accepter que je sois tombée amoureuse de Raymond. Il est instituteur sur l'île de Gorée. Papa ne me voit pas grandir. Il ne se voit pas vieillir. Et bientôt, il sera grand-père. « 1944. Dans les villes libérées, la foule acclame les soldats des troupes coloniales. Les tirailleurs sénégalais viennent avec la première armée française de libérer le pays de l'occupation allemande. Démobilisées, les troupes coloniales sont renvoyées en Afrique. Mais à leur arrivée, les soldats découvrent que leurs pensions sont inférieures à celles des soldats de la métropole. En décembre 1944, à Dakar, au camp de Tiaroy, des tirailleurs sénégalais réclament leur solde. Entre 35 et 70 sont abattus en pleine nuit par des gendarmes français. Le 8 mai 1945, à Sétif, en Algérie, 10 000 personnes défilent avec des pancartes « Vive l'Algérie libre et indépendante ». Des émeutes éclatent. L'armée française intervient. La répression est sanglante. Entre 20 000 et 45 000 Algériens auraient été massacrés. « 1952. Mustapha nous a écrit et envoyé quelques photos de lui. Blessé lors des combats, il s'est installé à Paris. Il a trouvé un travail dans un garage grâce à papa. Paris, 19 février 1952. Mon cher Griffrats, je ne sais pas quand je reviendrai. Comme on dit chez nous, l'oiseau, quand il se libère et peut voler, veut voir du pays avant de rentrer chez lui. Comment va Claude, le fils d'André et de Raymond? À la naissance de mon fils, papa s'est remis à la photo. Les souvenirs de mon enfance me reviennent. Le jardin, le chat Blanchette, nos serviteurs. L'histoire se répète. Tout semble immuable, en apparence seulement. Je regarde papa derrière son objectif et pour la première fois, je me dis qu'il s'est peut-être trompé. L'Afrique dont il rêve n'existe peut-être pas. Il nous a enfermés dans cette bulle toutes ces années. Une bulle magnifique qui n'attend qu'une étincelle pour éclater. « 1960. Alors que la France s'enlise dans la guerre d'Algérie, l'immense majorité des pays africains passe du statut de colonie à celui d'État indépendant. La Grande France n'existe plus. On a quitté Dakar en 1963, définitivement. Raymond n'était pas du voyage, on a divorcé. Je suis arrivée les pieds dans la neige à Paris. C'était étrange. Et puis maman est morte. Papa a bien tenté de vivre une petite vie tranquille de retraité. Mais très vite, il ne tenait plus en place. Dès qu'il le pouvait, il partait en voyage. Et moi, je l'ai suivi aux 4 coins du monde, dans une quête perpétuelle d'un paradis perdu.